Japon quelques années, je suis rentrée récemment. Donc mon parcours pour débuter, donc j'ai fait mes études à l'université de Bourgogne après avoir obtenu un bac littéraire et un bac économique et social. Je me suis orientée vers une licence AES option AGE. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers des acronymes, c'est une licence administration économique et sociale, spécialité animation et gestion d'entreprise. C'est une formation vraiment pluridisciplinaire qui touche à la fois à l'économie, à la gestion, au droit, au management, aux langues, vraiment quelque chose d'assez large. Je souhaitais à cette époque, j'avais un intérêt certain pour les notions liées à l'intérêt général. Je me suis orientée vers un master en droit public que j'ai finalement décidé d'interrompre. Alors comme peut-être certains d'entre vous l'ont fait dans leur cursus universitaire, on a le droit de changer d'avis. Donc je suis revenue à mes premiers amours pour faire un master, une première année de master donc en AES à nouveau. Avant de tenter ma chance au Master 2 GRH de l'IAE de Dijon. Donc, j'ai suivi les processus de sélection et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer ce master que je recommande fortement car ça m'a ouvert tout un tas d'opportunités. Moi, en termes d'entrée dans la vie active, donc je suis dans la même entreprise depuis mon alternance, donc depuis le master, une entreprise qui s'appelle Florecia, qui est spécialisée dans une entreprise française, une multinationale qui est spécialisée dans le secteur de l'automobile, un équipementier. J'ai rejoint leur équipe en alternance en France, sur un site proche de Paris pendant 1 an. Suite à quoi, j'ai eu l'opportunité de partir en VIE pendant 2 ans. Donc au Japon, j'y reviendrai un petit peu, mais le Japon n'était pas forcément la destination que je prisais au départ, mais la vie prend parfois des décisions à votre place. Et vous verrez que je ne le regrette pas du tout. Donc après ces 2 années de VIE au Japon, je reviendrai sur ce qu'est le VIE au cas où vous ne seriez pas familier de ce type de contrat. J'ai eu la chance de continuer avec un contrat local pendant presque 1 an au Japon à nouveau. Donc j'ai passé au total 3 ans à l'international et je suis rentrée depuis le mois de septembre en France, donc dans le contexte qu'on connaît. Donc je reviendrai là-dessus pour expliquer que autant le départ est important, mais le retour l'est tout autant. Donc, je suis aujourd'hui dans les ressources humaines. Je m'occupe de ce qu'on appelle le controlling et les systèmes RH et ce qu'on appelle le compensation and benefits, donc tout ce qui touche à la gestion des bonus, des contrats d'expatriés, ce genre de choses. Donc, mon premier conseil ici pour les étudiants, c'est de multiplier les expériences professionnelles autant que possible pour pouvoir vous insérer au mieux sur le marché du travail. Donc, je pense vraiment que les formations professionnalisantes qui offrent des stages, mais encore mieux, je pense, des alternances, sont particulièrement prisées des entreprises et que ça peut vraiment faire la différence en fin de parcours. Personnellement, si j'avais eu peut-être un conseil d'orientation différent au début de mon cursus, je pense que j'aurais opté pour une formation en alternance peut-être dès la licence. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus en détail maintenant ce qu'est le VIE, donc, déjà il faut savoir que le VIE, c'est le volontariat international en entreprise, mais qu'il n'est pas forcément qu'en entreprise. Ça se fait également dans les organismes publics, et là on appelle ça le VIA, donc un volontariat international en administration. C'est vraiment, à mon sens, je dirais la voie royale pour démarrer une carrière à l'international. Ça offre de nombreux avantages. Le premier étant évidemment d'avoir un cadre très strict et très sécurisant par l'organisme qui gère ce type de contrat, qui s'appelle Business France. Dans les entreprises aujourd'hui qui proposent des contrats VIE, ce sont vraiment, de ce que j'en ai vu, en tout cas pas seulement dans mon entreprise, mais également dans le réseau des VIE que j'ai pu côtoyer depuis quelques années. Les missions sont réellement adaptées aux jeunes diplômés. Ce n'est pas J'entends parfois de dire que le VIE est entre le stagiaire et l'employé. Je ne suis pas tout à fait d'accord. En tout cas, ce n'est pas mon ressenti.
Par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer, c'est plus des postes qui sont vus comme des moyens de tester les jeunes diplômés et de leur permettre de se développer rapidement, de leur donner de l'exposition à l'international. Donc ce sont en général des ressources prisées au retour. Donc les opportunités d'embauche sont à plus de 90% des personnes qui rentrent de VIE trouvent un emploi, que ce soit dans la même entreprise ou dans une autre, mais en tout cas c'est particulièrement prisé dans le monde du travail. Il y a évidemment d'autres avantages, donc je le recommande aux jeunes. On a quand même, je pense, en France et en Europe plus largement, la chance d'avoir des mesures administratives et gouvernementales en faveur de l'insertion des jeunes. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Un gros avantage du VIE, il ne faut pas se le cacher, c'est que l'indemnité qu'on perçoit est non imposable. Donc, entrer dans la vie active pendant 2 ans, percevoir une rémunération sans être imposé, ce n'est pas négligeable, c'est toujours agréable. L'inconvénient, c'est que quand on rentre et qu'on se retrouve imposable, on a pris des mauvaises habitudes, disons, il faut s'y réhabituer. Donc ça fait partie des avantages, en sachant que quand on est en VIE, parfois certains se posent la question de la cotisation. Alors c'est vrai que on cotise à la retraite, donc ce ne sont pas des années perdues en termes de retraite. En revanche, il est vrai qu'on ne cotise pas pour le chômage, car ce n'est pas vraiment un salaire, c'est ce qu'on appelle une indemnité pour pouvoir vivre dans le pays. Donc on ne cotise pas au chômage. En rentrant du VIE, s'il n'y a pas d'emploi à la clé, on n'est pas éligible au chômage. Donc ça peut faire partie des éléments, disons, moins attractifs. Mais je pense néanmoins que ça en vaut vraiment la peine, sans compter que les indemnités, en règle générale, sont assez confortables, suffisamment pour permettre aux VIE de vivre vraiment confortablement et de profiter du pays. Je crois que c'est le cas dans la plupart des pays des personnes que je connais, mais en tout cas le Japon, je crois qu'il fait partie des barèmes le plus haut. En début de carrière, ce sont vraiment des rémunérations qui sont extrêmement attractives, à mon sens. D'autres avantages aussi, pour moi, ce que je trouvais intéressant, c'est la durée. Quand on décide de partir à l'international, quand on le fait durant son cursus, c'est souvent pour des périodes courtes. On part en Erasmus, on a disons que c'est entrecoupé. Le VIE, on a l'avantage, si on n'est jamais parti, de pouvoir décider de ne partir que 6 mois ou 1 an si on ne se sent pas prêt, et ensuite de renouveler son contrat. Ou à contrario, si on a déjà eu des expériences à l'international et qu'on souhaite vraiment partir pour une expérience plus complète, on peut décider de partir 2 ans directement. Donc je trouve que cette flexibilité dans la durée est aussi très intéressante. Les autres avantages qui sont probablement évidents, ça permet de se créer un réseau. Le réseau des alumni est vraiment, je trouve, actif. C'est toujours intéressant quand on rencontre quelqu'un qui a également fait un VIE d'échanger sur le programme. Ça permet bien évidemment d'améliorer son anglais dans la plupart des cas. Donc c'est vraiment pour moi un schéma gagnant-gagnant, également pour les entreprises, donc elles ne payent pas de cotisation dessus non plus. En termes de gestion de leurs effectifs, ce sont des contrats qui ne sont pas signés directement par l'entreprise, donc ça leur donne une certaine flexibilité. Donc c'est un programme très prisé des entreprises, et je sais que pour les étudiants, en particulier dans le contexte sanitaire actuel, il peut y avoir des inquiétudes pour l'insertion sur le marché du travail, des inquiétudes légitimes, mais en tout cas la tendance pour les VIE est vraiment pour les entreprises de continuer à soutenir ce type de programme. Ça leur offre en particulier dans ce contexte-là une flexibilité très appréciable. Donc pour ne donner qu'un exemple, en tout cas dans mon entreprise, on a plus de 300 VIE aujourd'hui dans le monde, et de nombreux en cours de recrutement. Des engagements ont été pris entre l'entreprise et le gouvernement pour continuer à envoyer des jeunes à l'international autant que possible. Donc c'est vraiment un moyen de s'insérer sur le marché du travail que je trouve particulièrement intéressant. Quelque chose qui a pu m'être dit aussi, c'est que tout le monde n'a pas forcément envie de faire carrière dans les grands groupes. Qui dit international ne dit pas forcément grande multinationale, hein. Évidemment, les entreprises multinationales sont plus présentes, elles ont plus de facilité à supporter ce type de programme. Mais il faut savoir qu'il y a également des startups ou des petites entreprises qui sont parfois implantées dans seulement 2 ou 3 pays, parfois seulement en Europe, qui sont aussi intéressées par ce type de contrat.
Donc, il y a vraiment une grande variété de missions, c'est dans toutes les fonctions, dans tout type de structure. Donc, je pense que c'est vraiment un programme très flexible qui est intéressant à tous les niveaux, à la fois pour les employeurs et pour les jeunes diplômés. À noter également en termes de conditions, donc c'est peut-être important de le savoir, il y a des conditions d'éligibilité définies par le gouvernement français. Donc il faut évidemment être de nationalité européenne, c'est un programme européen. Avoir un casier judiciaire vierge, être âgé entre 18 et 28 ans, donc c'est-à-dire que des personnes qui auraient déjà commencé à travailler sur le marché en France peuvent décider, et j'en ai vu plusieurs, de partir en VIE à 28 ans, la veille de leurs 29 ans, pour profiter de cette opportunité de partir à l'international. Donc il n'est jamais trop tard, ce n'est pas forcément à la sortie, dès qu'on a le diplôme en poche, on peut garder cette idée et lui laisser le temps de mûrir au besoin. Donc en termes de diplôme, pour beaucoup d'entreprises, c'est le niveau master qui est recherché, mais ce n'est pas une condition bloquante, donc il est tout à fait possible de trouver à des niveaux licence également. Donc voilà ce que je souhaitais dire pour le programme VIE, qui est, comme j'espère que vous l'aurez compris, à mon sens vraiment quelque chose à recommander, qui devrait être beaucoup plus promu et mieux connu par les jeunes diplômés. Maintenant qu'on parle d'international, alors l'international, d'accord, effectivement, c'est un choix décidé aujourd'hui dans le contexte mondialisé que l'on souhaite partir à l'international, avoir ce type d'expérience, c'est une chose, mais la question se pose, où aller? Donc chaque projet est unique. Je pense que la première des choses, c'est d'abord se définir dans quelle région du monde, quel continent on veut aller. Il y a différents types d'expatriation. Quand on vit en France, partir au Luxembourg ou en Allemagne, ça reste une expatriation. Ce n'est pas parce que ce n'est pas très lointain que ce n'est pas une expatriation, mais c'est une expérience différente où on sait qu'on retrouvera des codes assez proches de ceux dont on a l'habitude. Donc on aura une compréhension aussi plus fine des différences interculturelles. À l'opposé, si on décide de partir comme j'en ai fait le choix sur le continent asiatique, on se met vraiment dans un environnement complètement différent, où on ne maîtrise pas la langue, on arrive en étant illettré, sur des codes complètement différents. Donc le challenge est très différent. Il faut bien y réfléchir, car tout le monde n'y est pas prêt. Dans mon cas, c'était la première fois que je partais à l'étranger. Je pense que partir en Asie, en n'ayant jamais vécu d'autres expériences à l'étranger, était peut-être un peu ambitieux. Je ne le regrette pas, mais ça n'a pas été toujours facile. Donc c'est mon conseil de choisir la région en fonction des intérêts, ce qui vous attire, mais vraiment de mûrir ce choix dans un premier temps. Dans un second temps, je pense aussi que quand on parle de programme VIE ou non d'ailleurs, il y a deux questions à se poser. Mais si vous êtes intéressé par le programme VIE, en tout cas moi je l'ai beaucoup vu, les opportunités peuvent être ou dans de grandes villes. Alors c'est sûr que quand on parle de Tokyo, Shanghai ou New York, les candidats ne manquent pas. Mais il y a aussi beaucoup d'offres dans des villes moins connues, ou dans des pays qui peuvent paraître moins attractifs. Alors, c'est peut-être parce que ce sont de plus petites villes. Si je vous dis au Japon, Osaka, ça vous parlera peut-être moins. Ou si je vous parle de Roumanie, peut-être que le pays vous inspirera des choses moins idéales, disons. Mais je pense que c'est vraiment important de considérer aussi les opportunités de ne pas se fermer les portes, les opportunités qui sont dans certains pays ou hors des villes sont également extrêmement intéressantes. Personnellement, dans le réseau de VIE que je côtoie, les personnes qui ont eu des expériences finalement dans les régions, disons, hors des capitales, sont celles qui ont de meilleurs souvenirs, qui ont créé de meilleures relations avec les gens en local, qui se sont le mieux intégrés. Donc c'est un élément aussi important. Ce n'est pas le même type d'expatriation à mon sens. Quand on s'expatrie dans une ville comme j'ai pu le faire en étant à Tokyo, il y a quand même beaucoup d'avantages et de facilités qui ne sont pas négligeables bien sûr, mais c'est une question je pense à se poser.
La troisième question, je dirais, c'est de choisir est-ce qu'on souhaite rejoindre un pays anglophone ou non. Alors que ce soit la langue nationale ou non, il y a certains pays qui ont un meilleur niveau d'anglais que les autres. Et la question est importante à se poser. Je sais que dans mon cas, c'est une question que j'ai oublié de me poser en pensant assez naïvement qu'en rejoignant une entreprise internationale, peu importe où elle était située, je serais face à une population capable de s'exprimer en anglais. Or, ce n'est pas forcément le cas au Japon. J'y reviendrai, mais l'anglais n'est pas bien maîtrisé par la population japonaise. Ça ne m'a jamais bloqué dans le travail, mais dans la vie personnelle, c'est quand même une barrière en termes de communication qui n'est pas à négliger. Donc c'est une décision, je pense, importante. Et également, si on part dans l'optique d'améliorer son niveau d'anglais, partir dans un pays où l'anglais est la langue officielle et la langue natale pour tout le monde, ça permet aussi de faire des progrès dans des proportions vraiment différentes. Donc si le niveau est plus faible en partant, je pense que c'est intéressant de viser des pays comme les États-Unis ou l'Australie. Une autre question, c'est également le niveau de développement du pays. Donc, vous verrez que si vous regardez les offres VIE, il y a toutes sortes, il y en a vraiment partout dans le monde. Certains peuvent être un peu, comment dire, inquiets à l'idée de partir dans certains pays qui peuvent paraître moins développés. Mais il faut savoir que le programme Business France est vraiment très sécurisant. Il y a une protection sociale et consulaire vraiment sérieuse. Donc il ne faut pas rejeter en bloc, je dirais, ces pays, les moins développés, car encore une fois, en termes d'intégration, de responsabilité, d'apprentissage, c'est encore une fois deux choix très différents. Et je pense que les deux ont leurs avantages. Et enfin, la dernière question, peut-être la plus importante, c'est dans quel type de secteur, quel type de structure? Est-ce que vous avez plutôt envie d'avoir cette expérience dans une structure très rodée, une grande entreprise qui a l'habitude, qui a, comme peut l'avoir la mienne, des centaines de VIE au quotidien, donc un système très bien géré? Ou est-ce qu'au contraire, vous préférez être dans une structure plus à taille humaine, dans une start-up, être dans quelque chose de plus comment dire, de gérer plus au jour le jour. Donc ça je pense, c'est aussi une décision importante à prendre avant de commencer ses recherches. Mais le message clé, je dirais que ce n'est pas nécessaire d'avoir une idée précise dès le départ. Ce n'est pas forcément indispensable de dire qu'on veut absolument partir à New York aux États-Unis. Il faut rester ouvert. Moi, dans mon cas, pour la petite histoire, je n'avais pas l'intention de partir au Japon particulièrement. Je souhaitais partir au Canada, mais la vie fait ainsi les choses que l'opportunité s'est présentée au Japon et du coup je me suis retrouvée au Japon. Donc le message c'est de dire qu'il faut rester ouvert à toutes les opportunités, je dirais. Voilà, donc dans un second temps, je voudrais vous donner peut-être quelques conseils si vous êtes intéressé par ce programme sur comment maximiser vos chances de trouver un VIE et comment bien préparer votre départ ou à défaut vos entretiens également. Pour trouver un VIE, je dirais que ce qui est important, ce que j'ai pu voir dans les processus de recrutement, de montrer qu'on a un intérêt pour les voyages. S'il y a l'opportunité de montrer qu'on a déjà été à l'international, qu'on a déjà travaillé en anglais, je pense que ce sont des éléments qui sont particulièrement appréciés des recruteurs. Dans un second temps, je pense que ça, c'est vraiment indispensable. Je vois encore, moi, en étant dans les ressources humaines, des candidats qui ne l'ont pas. C'est de faire certifier son niveau d'anglais. Sur un CV, quand on en reçoit beaucoup, c'est vraiment nécessaire pour les recruteurs d'avoir cette information. C'est une information souvent sine qua non pour des postes à l'international. Donc, je vous recommande vraiment de prendre le temps de passer un TOEIC, un TOEFL, peu importe la certification que vous choisissez, mais d'avoir cette mention sur votre CV et pas seulement anglais courant qui, pour moi, est insuffisant et peut faire rejeter une candidature pour de mauvaises raisons.
Ensuite, mon conseil pour les VIE en particulier est de vous inscrire sur le site de Business France. Donc, à partir du moment où vous êtes sur votre site carrière, vous pouvez consulter régulièrement les différentes offres qui sont publiées. Vous allez aussi pouvoir vous familiariser et vous rendre compte que certaines entreprises en publient plus que les autres. Je pense à Forestia, à AXA, qui sont des entreprises qui sont connues pour avoir régulièrement des offres de tout type. Donc, c'est bien de connaître ces entreprises parce que ça vous permet, même si admettons qu'un entretien ne se passe pas bien pour un poste, une fois que vous êtes connu, c'est se faire un réseau, c'est être connu, avoir identifié un secteur d'activité, une région qui vous plaît. Donc, je pense que c'est bien d'avoir ce réseau. En plus, sur le site Business France, vous avez accès à de nombreuses informations qui montreront à un potentiel recruteur que vous êtes informé sur le programme, que vous savez comment ça fonctionne, ce qui est toujours une bonne chose. Voilà. Ensuite, je dirais ce qui est important aussi et ce qui n'est pas toujours fait, c'est d'anticiper. Donc, pour trouver un VIE, donc le trouver, c'est déjà en soi une étape importante. Mais il faut garder à l'esprit que le temps de faire les démarches quand on parle à l'international, ça paraît évident, mais je pense que c'est important de le rappeler. Il y a les démarches à faire. Une fois qu'on a obtenu son contrat, sa lettre d'engagement, il faut également préparer le départ, obtenir son visa, organiser les modalités du départ. Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc il faut compter 2 à 3 mois. Donc c'est important d'avoir ce délai en tête quand on s'organise. Euh, dans un, euh, dans un avant-dernier temps, c'est pas le dernier, je dirais que l'élément important, et ça que ce soit pour les VIE ou autre chose, en règle générale pour une carrière, c'est toujours important, c'est de cultiver son réseau. Donc ce que j'entends par là en particulier pour partir à l'international, c'est de favoriser les contacts à l'international. Quand on connaît du monde, de ne pas hésiter à poser des questions, à se renseigner, à faire des sondages avec des gens qui sont déjà à l'étranger. Je pense que c'est le meilleur moyen d'être connu, en tout cas par les recruteurs, et potentiellement contacté avant même que l'offre ne soit publiée parfois. Ce qui a été, par exemple, mon cas. J'ai eu la chance dans l'entreprise où j'étais de recevoir cette offre, disons, en avant-première, ce qui m'a permis de gagner du temps sur les autres candidats. Donc, c'est vraiment non négligeable grâce simplement à une amitié avec une jeune collègue en Chine. Donc le réseau, ça compte. Et le dernier élément, je dirais qu'il faut être patient, comme je le mentionnais, les VIE, on est éligible jusqu'à la veille de ses 29 ans. Donc il ne faut pas hésiter à refaire des demandes, à attendre. Il y a des saisons, entre guillemets, plus propices que d'autres aussi au recrutement. Là, évidemment, on vous parle de ça avec le contexte sanitaire actuel. C'est difficile de se projeter, mais je pense que d'ici fin 2021, il y a des choses à faire pour votre information. On pourrait penser qu'avec le Covid, tout est bloqué. Ce n'est pas forcément le cas. Moi, dans mon entreprise, nous avons envoyé plusieurs VIE dans l'Union européenne, qui est plus flexible. Et j'ai également envoyé quelqu'un au Japon récemment, depuis la France. Donc, il y a encore des démarches qui sont possibles. Le processus est rallongé, mais les entreprises ont renouvelé leur volonté de le faire quand c'est possible, bien évidemment en suivant les directives gouvernementales, mais le Covid ne rend pas l'expatriation impossible. Je vous le garantis. Ceci étant dit, ensuite, comment préparer son départ? Donc, je dirais là, de ma propre expérience et des choses que j'aurais peut-être aimé qu'on me dise à l'époque, en tout cas. Je pense que c'est très important de se renseigner sur la culture. On a parfois des a priori, on lit quelques articles Wikipédia avant son entretien, mais vraiment se renseigner en profondeur sur la culture, je pense que ça fait la différence avant d'arriver. Pour une bonne intégration et aussi pour se lier avec les personnes en local, pour se faire des amis, je pense que ça fait vraiment la différence. Donc je recommande fortement de lire un peu. Dans un second temps, je dirais que la langue locale est vraiment importante, que le pays
que le niveau d'anglais soit bon ou non, je pense que ce que j'appelle le niveau survie est vraiment le minimum à avoir. Si on souhaite s'intégrer et pouvoir se faire des amis, c'est important de maîtriser à minima les premiers mots, les bonjours, au revoir, s'il vous plaît, merci. Je pense que quand on arrive dans un pays, ça permet vraiment de s'intégrer au mieux, ne serait-ce que quand on sort de l'aéroport, de pouvoir dire un petit mot comme ça, on se sent... je pense que ça fait toujours sourire les personnes du pays. On se sent plus accueilli, c'est plus agréable pour tout le monde, à mon avis. Euh, une autre recommandation, ça c'est quelque chose que j'ai fait trop tard, je pense, moi, de mon côté. J'ai attendu un peu le dernier moment. Et finalement, si j'avais su, je l'aurais anticipé beaucoup plus. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter des personnes qui sont déjà dans le pays. Comme je le disais, que si ce sont des VIE ou des gens du même âge, on en trouve facilement sur LinkedIn. En règle générale, les demandes sont plutôt bien accueillies. J'en ai reçu moi-même pas mal de parfaits inconnus. Mais ça fait toujours plaisir d'échanger. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir d'échanger sur son expérience, de partager avec des compatriotes des conseils. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en rentrer en contact avec les personnes qui sont déjà dans le pays, à leur poser des questions, à leur exposer vos projets. Ça vous permettra de gagner en maturité déjà dans votre projet, d'être sûr que vous ne vous faites pas de fausses idées sur le pays en question, et de mieux vous préparer, que ce soit pour votre départ si c'est déjà acté, ou également pour un entretien si vous avez déjà une région ou un pays du monde en tête. On gagne toujours en crédibilité à vraiment parler avec des gens qui sont sur place. On se rend vite compte quand on parle à l'international qu'entre ce qu'on trouve sur Wikipédia et dans les livres et la vie sur place, il y a toujours évidemment un écart. Ensuite, je dirais qu'il faut faire attention de ne pas procrastiner sur les démarches. Alors là, peut-être que ce n'est que moi, mais on a tendance à se dire que les papiers, finalement, une fois que tout est lancé, tout se fait bien, et puis on oublie toujours une petite chose. Mon conseil, c'est vraiment de ne pas perdre de temps là-dessus pour partir vraiment sereinement. Les quelques semaines avant son départ, on a plutôt envie de se concentrer sur d'autres sujets que de la paperasse. Donc, mon conseil, c'est de finaliser tout ça aussitôt que possible pour pouvoir préparer votre départ et partir le cœur tranquille, je dirais. Une étape qui pour moi est aussi importante et qu'on n'évoque peut-être pas assez, c'est l'importance de l'annonce à ses proches de son projet. Je pense que ce soit sa famille ou même ses amis. En fonction de l'endroit où on part, alors peut-être que dans mon cas c'était plus difficile quand on part en Asie, c'est quand même très loin, on est sur 10-12 heures d'avion, c'est pas facile de se voir pour un week-end. Quand on part en Europe, peut-être que la question se pose moins, mais je pense que c'est tout de même important. La façon dont on l'annonce à ses proches, d'être certain que les raisons du projet sont bien comprises, et de mettre en place aussi des routines pour ne pas perdre le contact. Quand on est dans un pays qui n'est pas le sien, avoir le contact avec ses proches est vraiment vraiment important. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, même si on se fait des amis sur place. Sentir ses racines, ça reste, à mon sens, très important. Et voilà, une fois que vous avez fait tout ça, je pense qu'il n'y a plus qu'à se lancer. Je je terminerai plutôt, pardon, en rappelant que, à mon sens, chaque parcours est unique. Ce ne sont ici qu'un partage d'expérience par rapport à mon propre vécu. Il n'y a pas de solution toute faite. Chacun vit ce genre de projet à sa façon. Je pense que l'important, c'est de se l'approprier. Voilà ce que j'avais à dire pour le programme VIE en particulier. Et étant partie au Japon, ce que je peux vous partager aujourd'hui, c'est ma connaissance un peu du pays. Donc, je voudrais peut-être pour commencer, alors je ne sais pas si, je pense que tout le monde a l'occasion de participer. J'aurais voulu peut-être faire un petit sondage, un petit tour de table. Ça m'intéresserait de savoir si je vous parle du Japon, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit, qu'est-ce que ça vous inspire? La culture du surtravail. Le surtravail? Ah oui, ça c'est intéressant.
Le respect. Le respect, oui. Les émissions de télé un peu bizarres. C'est très vrai. Les émissions de télé étranges, oui, effectivement. Les mangas. Les mangas, bah oui, ça m'étonnait que personne ne les mentionnait. Effectivement, les mangas. Des codes très différents. Oui, Les valeurs. oui, tout à fait. Alors c'est intéressant en termes de culture, les choses qui peuvent ressortir. Alors là, je vais plus vous parler un peu. Moi, j'ai fait ici un petit peu juste disons un patchwork des choses pour lesquelles le Japon est souvent connu, qu'on connaît bien à l'international et qui sont pas vraiment clichés. La plupart sont assez vrais d'ailleurs. Bon, évidemment, quand on y est, c'est un petit peu différent. Mais je trouvais ça amusant. Ça m'a beaucoup amusé à le faire. Je vous remercie pour ça à essayer de prendre juste les éléments qui peuvent ressortir aussi quand je parle avec des gens qui ont envie de venir au Japon. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de voir l'image que les gens peuvent avoir du pays. Les sumos, les mangas, ce sont des choses qui ressortent beaucoup. La nourriture aussi, les sushis, les ramen, ça s'exporte très bien. C'est une grande fierté des Japonais d'ailleurs, hein, de pouvoir exporter leur culture. Les Miyazaki, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Si ce n'est pas le cas, je recommande grandement ces animés. C'est vraiment, vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Il y a également le surtravail donc, qui a été mentionné, qui est très vrai. Donc vous avez peut-être déjà vu ce genre d'image et ça c'est véridique pour l'avoir vécu et y avoir presque perdu une vertèbre. Je vous assure que ça existe, c'est extrêmement désagréable. Mais c'est vrai, il y a vraiment des pousseurs sur les métros, dans les métros aux heures de pointe. Donc on se fait vraiment écraser, c'est assez incroyable à vivre. Donc après ce qui est très différent du métro parisien, c'est qu'il n'y a aucune odeur. Les Japonais ont une hygiène et beaucoup plus irréprochable en tout cas que les Européens. Donc on a beau avoir le nez coincé sous une aisselle, c'est pas forcément malodorant mais on reste compacté quand même. Donc c'est très vrai. Là, je mettais une image des Yakuza où on peut voir beaucoup de films. Enfin, moi, j'en avais vu quelques-uns sur l'histoire des Yakuza, à penser que c'était un petit peu enjolivé, un petit peu mythique, mais c'est vraiment culturel. C'est quelque chose qui existe, qui est très, très accepté. D'ailleurs, note à vous, si vous envisagez d'aller au Japon et que vous êtes tatoué, même en étant non japonais, attention, où vous allez, ça peut être mal perçu, en particulier par les anciens. Hein. Ce n'est pas un mythe, c'est vrai. Le tatouage est vraiment un symbole des Yakuza, de la mafia japonaise, donc emporté et assez mal vu. C'est également le Japon, pour moi, c'est Nissan, c'est Carlos Ghosn aussi, hein, mais c'est toute cette marque, l'automobile, tout ce que ça représente sur la technologie, les bonnes vieilles marques, qui ça aussi est très vrai. Ils sont très en avance sur les voitures électriques. Ça, c'est un côté, je pense, très agréable dans la capitale. Il y a beaucoup de voitures, mais pas un bruit. C'est que des voitures hybrides ou électriques, donc c'est extrêmement agréable. Vraiment, je le recommande. C'est presque un peu dangereux. Moi, au début, comme ça fait pas de bruit, hein, quand on a l'habitude à Paris de se faire klaxonner et d'entendre la voiture qui arrive, on regarde pas forcément, on n'est pas aussi vigilant. J'ai failli me faire renverser à Tokyo une première fois, ça m'a servi de leçon. On a également les paysages, les paysages. Vraiment, je recommande que vous ayez envie d'y aller, même si c'est pas forcément. Bon, là, on parle professionnel, mais même pour des raisons personnelles, c'est vraiment un pays qu'il faut voir une fois dans sa vie, je pense. Il y a une richesse en termes de paysages qui est incroyable, une richesse culturelle. C'est un pays qui a une culture ancestrale très bien préservée. C'est vraiment somptueux. À toutes les saisons, au printemps, on a les fleurs de cerisier, c'est éphémère. Alors, si vous y allez en vacances, il faut avoir la chance de tomber dessus. J'ai beaucoup d'amis qui ont essayé de prendre leurs vacances pour tomber dessus et qui sont tombés une semaine trop tôt ou trop tard. Mais c'est vraiment quelque chose de splendide à voir. En automne aussi, les feuilles rouges, c'est magnifique. La neige, c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment, vraiment somptueux en termes de paysage. La culture traditionnelle est encore très présente. C'est très bien préservé. On voit la culture des samouraïs, les geishas, tout ce genre de choses, vraiment, ça existe et c'est très intéressant et très, très beau à voir, je dois dire.
Vous verrez aussi, la longévité des Japonais n'est pas une légende. C'est aussi ça quelque chose, moi, qui m'a beaucoup amusée et fait réfléchir sur notre régime alimentaire. Et notre façon de vivre en tout cas. Quand on va en randonnée, enfin moi je suis quelqu'un qui aime randonner personnellement, et j'ai été parfois extrêmement gênée de voir des personnes d'un âge plus qu'avancé courir comme des cabris dans la montagne et nous à souffler derrière. Il y a vraiment une question de forme, ils tiennent une forme olympique. Ce qui tient, il semblerait, à leur alimentation, pour ceux qui ne le savent pas, au petit déjeuner au Japon, c'est riz et poisson. Donc ça peut surprendre, mais visiblement, ça maintient en forme en tout cas. Et donc c'est cette population qui vit en très bonne santé très longtemps, est très respectée. C'est vrai que vous avez mentionné le respect, c'est très vrai. Il y a un grand respect des anciens qui tient à la culture shintoïste que je vous évoquerai un peu plus tard. Donc pour moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur la façon de se nourrir sur place. Je vous partage une anecdote pour essayer de rester sur des tons un peu plus légers, mais qui vous fera peut-être réfléchir aussi. Vous savez qu'en Asie, on mange toujours dans un bol et avec des baguettes. Alors moi, j'ai appris, peut-être que vous le savez déjà, mais moi, je l'ai appris là-bas. Pourquoi un bol? Eh bien, en fait, pour bien choisir la taille de son bol, il faut le comparer à son poing, puisque le bol est normalement fait pour représenter la taille de l'estomac, et votre poing fait la taille de votre estomac. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas censé manger plus qu'un bol. Donc ça permet de limiter, et le fait de manger avec des baguettes, ça permet de bien digérer, de bien mâcher, donc de ne pas se gaver. Alors que nous, en Occident, on mange dans des assiettes, donc on a tendance à toujours mettre plus que ce que le corps a besoin. D'où, c'est une mamie japonaise qui m'a partagé son savoir, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc, voilà. Donc d'autres éléments, évidemment, au Japon, vous avez peut-être entendu parler de la coutellerie, les ninjas, les samouraïs, les cosplays. Effectivement, on a des émissions très, 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 très étranges. D'ailleurs, ces jeunes filles dans des situations assez sexualisées, c'est quelque chose de discutable, mais que je n'aborderai pas aujourd'hui. Les jeux vidéo aussi, donc ce sont vraiment des codes très différents, comme ça a été mentionné. C'est vrai que on voit vraiment des adultes, enfin il y a tout un monde, c'est vraiment tout un quartier de Tokyo qui est dédié aux jeux vidéo, et il y a vraiment aucune question d'âge, c'est assez intéressant. Bon, il y a aussi les centrales nucléaires. Ce n'est pas exhaustif, mais voilà, je trouvais que ce patchwork était assez intéressant pour montrer un petit peu que le Japon, il y a beaucoup de choses finalement qu'on connaît à propos du Japon, beaucoup d'idées qu'on s'en fait, mais c'est un pays vraiment particulier. Donc je vais essayer de vous en dire un peu plus. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, évidemment, si vous avez des questions. Alors le Japon, en termes de géographie, je pense que tout le monde le sait, mais c'est vraiment une culture très insulaire et pour cause. Donc c'est composé de 4 îles principales. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est vraiment une grande archipel. Donc il y a beaucoup de toutes petites îles, hein, presque 7000 au total. Donc quand on est au Japon, pour voyager, c'est très intéressant. On se retrouve, enfin moi j'ai été en vacances sur une île qui faisait 20 mètres carrés. Donc c'est vraiment c'est assez incroyable de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des cultures aussi très différentes d'une île à une autre. Il y a des choses qui sont préservées, c'est des petits mondes, c'est vraiment intéressant à voir. Donc c'est une géographie extrêmement montagneuse, hein, pour ceux qui n'aiment pas gambader, c'est pas forcément recommandé. Il faut faire aussi également attention alors ça, je sais que c'est le cas dans d'autres pays, j'en parle pour le Japon, mais j'ai des collègues qui étaient dans d'autres régions du monde qui l'ont vécu aussi. En étant en France, on n'est pas forcément bien préparé aux tremblements de terre, aux typhons, enfin les catastrophes naturelles. On a plus des inondations en France, mais on n'est pas habitué aux tornades. Ce genre de choses sont des choses qu'on ne connaît pas du tout. On ne sait pas forcément comment bien réagir. Donc c'est vrai que le tremblement de terre, moi le premier a été un petit peu effrayant, toute seule dans la chambre d'hôtel, et on a son hôtel qui grince comme ça d'un côté à l'autre, donc on se dit un peu qu'est-ce que je fais ici, mais finalement c'est un pays très sécurisé, on s'y fait, et ça fait aussi réfléchir voilà, sur la diversité du monde, c'est très intéressant. Il y a aussi de nombreux volcans actifs sur place, donc c'est assez incroyable à voir aussi. On les voit fumer, on pourrait penser que c'est effrayant, et finalement pas tant que ça reste vraiment très beau à voir.
Donc c'est un pays très montagneux, donc je crois que c'est presque 70% de montagne hein, sur le territoire. C'est pour ça qu'on peut voir que toutes les villes sont sur les côtes. En fait, ce sont après beaucoup de régions montagneuses, donc assez peu habitées. Mais il faut savoir que c'est quand même un pays peuplé, hein, notamment à Tokyo où j'ai vécu, où on a tendance, je sais que j'ai souvent entendu pendant mes études ou même en France, les gens qui n'aiment pas Paris, qui ne s'y sentent pas bien. Je vous assure qu'en termes de capitale, on est sur des ordres de grandeur complètement différents, hein. Paris, c'est tout petit. Tokyo, c'est gigantesque, hein. C'est la plus grande ville du monde, presque 14 millions d'habitants. C'est assez incroyable, c'est vraiment une grande fourmilière qui est pour autant dans une atmosphère qui n'a rien à voir du tout. C'est difficile à expliquer. Je ne pense pas qu'on puisse tout comparer. Mais c'est vraiment c'est une belle ville, mais très, très différente. Donc il faut savoir que c'est une ville qui a été détruite plusieurs fois. Donc on n'est pas dans le... On est sur une ville assez moderne. Donc, ce qui est intéressant en termes de culture, je mets que quelques chiffres ici. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a toutes les religions en fait qui se retrouvent sur place, mais que c'est quand même un pays où c'est essentiellement des Japonais, hein. Il y a quand même assez peu d'étrangers. Donc, c'est un pays où on vit très longtemps, mais les taux de natalité sont assez bas. Ce que je recommanderais pour tous ceux qui sont intéressés de partir, que ce soit au Japon ou ailleurs, c'est ce livre. Alors pour ceux qui font le master GRH, vous en entendrez peut-être parler. Moi, je l'ai découvert pendant le master, qui permet un petit peu de faire le point sur les différences, sur les grands axes de communication, les grands axes culturels entre deux cultures. Donc je pense que c'est vraiment, moi, ça m'a beaucoup servi. Je trouve que c'est vraiment très bien. Si on prend un peu en revue, je vais passer le Japon rapidement. On prend les axes de communication ici, par exemple. On voit qu'il y a des cultures où c'est plus important d'écouter le langage corporel et d'autres où il faut dire ce qu'on pense, aller directement à l'essentiel. Par exemple, en termes de leadership, on va voir qu'au Japon, comme en France, la notion de hiérarchie est importante. Pour être un bon leader, il faut être quelqu'un de fort, qui n'a pas peur de donner des ordres, qui est sur le terrain. En termes de confiance aussi, le business, en tout cas dans le contexte business, si on veut gagner la confiance de quelqu'un, que ce soit en Japon ou en France, on est plutôt à dire que le business est quelque chose qui doit être personnel. Donc c'est très dur au début, mais une fois qu'on est dedans, on y est pour de bon. À l'inverse, on en a certains qu'on peut dire comme une pêche, où c'est très facile. Les Américains, par exemple, sont réputés pour être très sympas de prime abord, mais quand on veut aller vraiment dans le détail et plus en profondeur, dans des relations moins superficielles, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, si on prend des éléments où il y a de grosses différences, ce qui sont plus intéressantes, ça va être sur la prise de décision. Donc en France, on est les champions, on est réputé pour ça, pour beaucoup discuter, et puis on prend une décision, et puis on discute encore, et on ajuste la décision. Au Japon, ils sont vraiment complètement dans le consensus, donc c'est très très long. Mais une fois que la décision est prise, plus personne ne revient dessus. Donc c'est difficile de s'ajuster à ça, il faut bien le savoir avant d'arriver. En termes de feedback également, on est au Japon sur un pays très très poli. Donc c'est très important de ne pas faire perdre la face aux gens. Donc quand on veut dire quelque chose de négatif, il faut être très subtil, vraiment arrondir les angles. Alors qu'en France, on va avoir tendance à dire les choses très franchement. Donc là aussi, c'est important de savoir comment se situer. On a également en termes de débat. Donc là, c'est très intéressant pour le cas France-Japon, hein, mais dans tous les cas, c'est intéressant à savoir. Le terme de ne pas être d'accord. Comment ne pas être d'accord? Donc en France, on est les champions, on est l'exemple donné partout. On aime débattre, c'est une bonne chose, ça fait ressortir des idées, il faut débattre en permanence. On nous apprend dès l'enfance à avoir un esprit critique, alors qu'à l'opposé, au Japon, on est dans le consensus. Ne pas être d'accord, c'est mauvais pour l'harmonie du groupe, donc on évite à tout prix, en particulier si c'est son manager. Donc ça, c'est des choses très importantes, par exemple, à savoir si on décide de partir. Parce qu'on aura tendance en tant que Français à dire je vais apporter des idées, je vais montrer que moi je pense différemment, et moi ça m'est revenu dessus, ou en fait pour un manager japonais, pas du tout, c'est pas du tout une bonne chose, il vaut mieux se taire et faire ce qu'on nous demande, mais ça on l'apprend avec la pratique.
Voilà. Et en termes de temps également, au Japon, on est sur des timings extrêmement bien respectés. Tout le monde est toujours à l'heure, alors qu'en France, on va être, voilà, le quart d'heure de politesse, ça se fait facilement. Je passe celle-ci, j'ai parlé un peu trop. La culture japonaise, je voulais juste revenir sur les points qui m'ont, moi, le plus marqué. Je dirais la première que c'est l'éducation, qu'on est sur des enfants qui sont vraiment, moi, ce que j'ai ressenti comme ils restent très longtemps avec leur mère, on leur apprend vraiment la maîtrise de soi. Donc c'est vraiment l'idée, on leur apprend toujours à dire et comment, mais pas pourquoi, comme ça peut être le cas chez nous. Donc ça donne un pays très très sûr, il y a presque pas de criminalité. Par contre, il y a un conformisme incroyable. Là, vous pouvez voir, ce sont des étudiants ici, hein. Donc c'est assez particulier, ces notions d'uniforme très conformes. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est la partie laissée au collectif. Donc, c'est une société où il y a beaucoup de discipline et de civisme. C'est très orienté sur le consensus. Donc, il y a très peu de débats quand on sort avec les Japonais en soirée, par exemple, ce qui est très surprenant pour des Français. Ils sont très mal à l'aise quand des Français peuvent entrer dans un débat qui nous paraît naturel, mais pour eux, c'est très particulier. Et ce que j'ai trouvé en tout cas très beau, c'est la valeur famille, le respect qui a été mentionné, que vous avez mentionné tout à l'heure. Le respect que ce soit de la nature, des anciens, mais en règle générale, il y a vraiment un respect très, très fort qui est vraiment, vraiment agréable à vivre, je dois dire. Ce qui, moi, en tant que femme, moi, j'avais, disons, je faisais un petit peu combo, hein, il faut dire. En étant une femme étrangère, avec les yeux bleus qui plus est, c'est quelque chose, ça, vous verrez en Asie, qui est assez fascinant pour eux, ils en voient très peu. J'étais jeune, mise sur un poste plutôt important dans l'entreprise. Ça a été très dur pour les Japonais de me voir, de m'accepter, disons. Car ils sont dans une société où la place de la femme est vraiment très particulière. C'est pourtant une société matriarcale, hein, elles ont le pouvoir, entre guillemets, à la maison, mais il y a un vrai paternalisme qui règne, donc elles doivent choisir entre la carrière ou la famille, c'est-à-dire que si elles sont capables d'élever leurs enfants sans travailler, si elles décident de continuer à travailler, elles sont presque vues comme maltraitantes. Ça peut être surprenant pour un pays de ce type, mais j'ai le souvenir d'une japonaise qui me disait « mais c'est vous les Européennes qui êtes bizarres. Pourquoi vouloir travailler si votre mari peut ramener suffisamment à la maison et payer une nourrice? Pour elle, c'est un peu absurde. » Donc, voilà, chacun sa vision de la chose. Mais ce sont des choses qui m'ont marquée. La place de l'entreprise aussi, c'est vraiment incroyable là-bas. L'entreprise, c'est comme une famille. C'est un vrai clan. Donc, on ne licencie pas. C'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Donc, il y a souvent des sureffectifs. On se retrouve avec des gens qui ont des emplois. On se demande un peu s'ils sont vraiment utiles. Mais il faut dire qu'ils ont le plein emploi. Donc, qui a la bonne solution? Allez savoir. Mais c'est vraiment très différent de ce qu'on fait chez nous. Ils ont une carrière qui se fait à l'ancienneté, pas du tout au mérite. Ils travaillent beaucoup en petits groupes, pas par individu, et ils sont très efficaces comme ça. Mais on ne peut pas donner la responsabilité à une personne, on le donne à une équipe. Donc c'est une vision encore une fois très différente. Et ils ont cette valeur travail dans la société au quotidien qui est incroyable. On est sur des niveaux de qualité qui sont à mon sens inégalés. On parlait du surtravail. C'est vrai qu'il y a du surtravail, hein. On rentre dans des logiques de présentéisme, d'heures supplémentaires incroyables. Le travailler dur, c'est extrêmement important. Mais ça donne aussi lieu à des succès assez incroyables. On a été capable, personnellement, dans les 3 ans que j'y ai vécu, de réaliser des choses que tout le monde pensait impossibles. Moi-même au départ, d'ailleurs. Et finalement, ils sont capables vraiment de tout quand on les laisse faire à leur façon. Et qu'on est patient, ils sont vraiment efficaces, d'une autre façon que la nôtre, mais efficaces. Ce qui est assez drôle et assez incroyable, c'est que ce surtravail où on va avoir des Japonais dans la journée qui sont très dans le paraître et très droits et très sous pression. Et le soir, quand ils se relâchent complètement, ils vont faire la fête tous ensemble, ils retirent les costumes et c'est pas des blagues, hein, on les voit vraiment partout dans les rues ou dans le métro à Vachi, complètement ivres, à vomir partout. C'est assez particulier, mais c'est leur façon de relâcher la pression, donc c'est là encore une fois culturel.
Et pour finir, je dirais que pour ceux qui envisageraient de vivre au Japon, vraiment, j'invite à y réfléchir posément. Je pense que c'est pas une décision facile, en particulier moi en tout cas, ce qui a été dur, c'est les relations humaines. De se faire des vrais amis, c'est difficile. Sans parler la langue encore plus. Comme je le disais, ça prend beaucoup de temps avec les Japonais. Au bout de 3 ans, je dirais que la troisième année, il y a des relations qui se sont solidifiées, mais avant ça, ça restait assez superficiel. Donc finalement, les meilleurs amis que je me suis fait, moi, sur place, étaient plutôt des gens non japonais. Il y a une communauté finalement d'internationaux qui s'est fait sur place, qui peut paraître un peu dommage. Et je dirais que le challenge de la communication n'est pas à prendre à la légère. Moi, j'ai un peu sous-estimé la langue, je dirais. D'arriver dans un pays et de se sentir illettré, c'est quand même pas facile au quotidien, hein. Et d'avoir des façons de s'exprimer complètement différentes, de ne pas connaître les règles de politesse, etc., c'est parfois difficile. Alors, je finirai sur une phrase qu'on m'a dit à mon arrivée que je pense, avec le recul, est très vraie. Le Japon, y vivre, on adore ou on déteste. Donc, moi, j'ai commencé en adorant. Et c'est vrai que je suis partie sans regret. Alors, je dirais pas que j'ai détesté, mais je dirais que c'est un pays où je retournerais pour les vacances, mais où définitivement, pour y vivre, c'est assez compliqué. Pour autant, le retour, je pense que ça joue beaucoup, hein. Le Japon, j'y suis très attachée, je suis très, très contente de l'avoir fait. Mais je pense que mon retour, la façon dont ça s'est passé a été probablement compliquée dans le contexte de coronavirus. Donc, de ne pas pouvoir vraiment dire au revoir aux gens au Japon, quand on rentre chez soi, de ne pas pouvoir voir ses proches comme d'habitude, d'être embêté pour faire toutes les démarches de retour parce qu'il faut faire toute l'administratif. Donc c'est un petit peu compliqué et finalement, j'ai pas vraiment eu, moi encore, ce retour à la vie normale, à retourner au bureau, à prendre le métro, tout ça, je l'ai pas vraiment retrouvé. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu difficile également. Mais je pense que dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. En tout cas, l'international, moi, le risque que ça a été, qui s'est confirmé, c'est que j'y ai pris goût. Je ne me verrai plus bosser dans un contexte sans cette dimension internationale. Donc, je le recommande vraiment et je pense que le plus gros risque que vous avez, c'est d'y prendre goût. Voilà. Alors, je suis désolée, j'ai un peu parlé, mais il nous reste 5 minutes. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, peut-être? Alors moi, j'aurais une question. Ce serait surtout plus sur le niveau de vie. Donc par exemple, au niveau des logements, est-ce que c'est facile de trouver? Pour les transports en commun, c'est pareil. Voilà, au niveau du salaire, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile ou pas? Alors pour le niveau de vie, il y a un très bon niveau de vie au Japon. Les salaires sont assez hauts, comme je le disais, il y a un plein emploi, donc il y a une vraie, c'est très vivant sur le marché. Donc les salaires sont plutôt hauts. Quand on parle des VIE, ce sont des salaires aussi assez hauts. On est à plus de 3 000 euros net, hein, pour vous donner une idée. Et en règle générale, dans les entreprises, la plupart du temps, les logements sont en partie à la charge de l'employeur. Donc, on se loge très bien dans des choses beaucoup plus grandes qu'à Paris, hein. Pour 1 000 euros, à Paris, on aurait une chambre de bonne. À Tokyo, on a un studio tout à fait décent avec systématiquement un balcon. Donc, pour moi, le logement n'est pas une grosse question. Je dirais pas que c'est pas cher, mais on se loge bien. En fonction des salaires. Le transport, par contre, est cher si on compare à ce qu'il y a en France. Par contre, la qualité est là. Effectivement, c'est plus cher, mais personne ne fraude, hein. Il n'y a pas de barrière, il n'y en a pas besoin, ça ne leur viendrait pas à l'idée. Mais en même temps, les trains sont toujours à l'heure, ils sont toujours extrêmement propres, dans un état impeccable. Donc, on paye la qualité du service, je dirais. Donc, c'est vrai que c'est plus cher qu'en France. En France, on a des abonnements, beaucoup de choses publiques. Là-bas, ça ne fonctionne pas pareil. Mais moi, ça ne m'a pas empêché. Enfin, ça m'a permis, en tout cas, moi, mon niveau de vie avec un salaire VIE, et je suis partie avec mon conjoint. Donc, on était deux. Mon conjoint a travaillé un petit peu, mais on a essentiellement vécu sur mon salaire. On a même fait des économies pendant cette période. Donc, je dirais que le niveau de vie est plutôt très bon. La qualité de vie, d'ailleurs, est un des arguments qui revient souvent pour les étrangers qui ne souhaitent pas repartir du Japon. C'est inégalable, je pense. Merci. Et sinon, au niveau, donc on a parlé de la surcharge de travail.
Mais du coup, déjà, réglementairement, c'est combien d'heures de travail? Et du coup, combien d'heures supplémentaires on peut compter également par jour ou par semaine? Alors, c'est assez similaire à ce qu'on fait en France. On n'en est pas très loin. Donc, ça dépend. Pour les cadres, c'est pas toujours réglementé. Enfin, c'est assez particulier. Ils ont beaucoup une gamme de contrats de travail. Quand on est en VIE, normalement, on est considéré comme un cadre, statut cadre. Donc, on est plutôt sur du 35-40 heures semaine, hein. C'est des horaires classiques. Moi, mes horaires, c'était du 9h, 17h, 17h30, je pense. Et réglementairement, donc en termes d'heures supplémentaires, là je vais peut-être vous faire peur, mais là c'est vraiment la culture japonaise. Au-delà de 40 heures, il y a une réglementation très stricte. Donc au-delà de 40 heures par semaine, il faut voir des médecins, l'entreprise est contrôlée et se fait retoquer. En deçà, c'est un petit peu la jauge normale. Donc, quand on est jeune et étranger, on ne s'attend pas à ce que vous fassiez des tonnes d'heures supplémentaires. Pour autant, je ne vais pas mentir, quelqu'un qui quitte le bureau tous les jours à 17h30 autour de collègues japonais qui ne partent pas à cette heure-là, ce ne sera pas bien vu. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire 40 heures par semaine, hein, ça n'a pas du tout été mon cas. Dans la plupart des entreprises, ils mettent en place ce qu'ils appellent le flex time. Ça permet en fait de compenser ces heures supplémentaires. Donc de permettre, par exemple, si vous avez, pour justement pas que les entreprises prennent des amendes à cause de l'overtime, des heures supplémentaires, pardon. Si vous avez fait 10 heures sur une semaine, et ben, la semaine suivante, vous pouvez partir à 16 heures au lieu de 17h30 pour compenser, etc. Donc, ils luttent vraiment contre ça et c'est vraiment sérieux. Donc, il y a beaucoup de présentéisme, mais les mentalités changent. En particulier, les jeunes ne veulent plus de ça. Ils ont quand même eu beaucoup de soucis de... Ça a un nom en japonais, mais c'est des gens qui meurent d'épuisement, hein, tellement ils sont au travail. Donc, c'est vraiment pris très au sérieux. Et pour ça, dans les entreprises internationales, les mentalités évoluent beaucoup. Donc, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Il faut avoir conscience qu'on n'est pas sur des rythmes de bureau où vous serez... je pense que c'est difficile de se dire je vais partir en faisant 9h, 17h. Il faut forcément parfois, si les collègues restent plus tard, accepter de rester plus tard, mais ce ne sont pas des niveaux du tout, il ne faut pas s'alarmer. Tant qu'on n'est pas dans une entreprise purement japonaise, où là je dirais qu'il faut faire très attention, dans les entreprises internationales, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude particulière à avoir. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions ? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être stopper afin que l'intervention suivante puisse commencer, parce qu'on a prévu assez serré. Merci énormément, Roxane. C'était très intéressant. Merci pour ce panel culturel et social du Japon. Je pense qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par cette région. Et c'est vrai que parfois, nous-mêmes, on n'a pas les outils, tout simplement, culturels pour donner le meilleur panel d'informations nécessaires. Donc, c'est en ça que vos retours sont précieux. C'était un plaisir. N'hésitez pas à me contacter hein, si un des étudiants a des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Oui. Merci Rox. Merci beaucoup. Merci à toi, Sam. Et ça fait une belle introduction à notre cours d'international HR en M1. Oui, on aura un cas sur le Japon, donc c'est parfait. J'espère que j'ai pas trop spoilé l'intervention. Non, pas du tout. C'est très en amont et non, pas de souci. Merci à vous en tout cas. Super. Et à bientôt. À très bientôt. Bonne continuation, Roxane. Merci, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Et puis pour les autres, on va quitter cette réunion et passer sur la suivante qui sera l'intervention de Jessie Lambert. Parfait. Du coup, je peux arrêter d'enregistrer. Ouais, on peut arrêter maintenant.